Alors, nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Sellier qui vous parle pour cette web radio du 12 mai 2021. Alors, petite vérification, m'assurer que nous sommes réellement en direct sur mon écran témoin. Alors, je suis à vous dans quelques instants. Je m'assure que nous sommes en direct. Alors, est-ce que nous sommes en direct? Oui, nous sommes en direct, c'est confirmé. Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, la web radio commence à 19h30. A commencé à 19h30 au lieu de 19h. J'ai voulu faire un test. Je vous expliquerai le test après, pourquoi j'ai fait ça. Parce que normalement, c'est 19h. Mais c'était 19h30 aujourd'hui. Donc, cette web radio traite, on revient sur un événement qui a marqué l'actualité cette semaine, le dossier de la maison Martin Matt et des immeubles HSF pour Habitation sans frontières, deux organismes à but non lucratif qui forment le syndicat de copropriétaires du 97-75 boulevard de Lormière à Québec. Donc, le premier des copropriétaires s'appelle Milieu de vie TCC pour traumatismes crâniens cérébraux, qui est associé à la Fondation Martin Matt et par extension à la Maison Martin Matt. Les 2 étages sur 5 qu'occupe cet organisme à but non lucratif logent des personnes victimes donc d'un traumatisme crânien cérébral et de déficience physique. Le second, immeuble HSF, accueille des locataires sur 3 étages, donc des locataires qui peuvent se loger dans un appartement à prix plus abordable. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire avec une copropriété? Eh bien, ce syndicat de copropriétaires vit une situation qui, malheureusement, a tendance à se répéter pour d'autres syndicats de copropriétaires. Donc, peu importe le type de syndicat de copropriétaires, le problème demeure le même, c'est-à-dire des assureurs qui abandonnent, c'est peut-être un peu dur comme mot, je devrais dire qu'ils ne renouvellent pas le contrat d'un syndicat parce que l'historique de sinistralité est trop élevé. On en a déjà parlé, ce n'est pas la première fois qu'on vous fait part de ça. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. On va aller dans le domaine des experts en sinistre aussi. Comme je le disais, le 97-75 boulevard de Lormière a subi 3 sinistres au cours des 5 dernières années. Donc, le dernier a eu lieu en janvier. C'était un début d'incendie qui a été vite maîtrisé, là, mais qui a occasionné un dégât d'eau parce que les gicleurs se sont déclenchés. Alors, l'assureur s'est retiré, si bien que cette copropriété a dû se tourner vers le marché secondaire. Et là, attention, on ne rit plus. Le marché de l'assurance secondaire, c'est du sérieux, c'est du solide, c'est du costaud. Alors, la prime qui était de 24 500 $, taxes incluses, si la copropriété doit encore se tourner vers le marché secondaire, eh bien, la prime passe du simple au triple à 69 000 $. Et la franchise qui était de 20 000 $, eh bien, elle passe à 250 000 $. C'est non négociable, c'est ça. C'est à prendre ou à laisser. Alors, on le prend. On n'a pas le choix. Mais là, ça met ce syndicat de copropriétaires, ça place le syndicat de copropriétaires en difficulté parce que ce sont des organismes à but non lucratif, on le répète, et voilà, des franchises de 250 000 $, ça fait cher par jour. Ça fait cher, c'est pas évident. On va en discuter. Donc, il faut se poser la question, est-ce que les assureurs de copropriété abusent ou est-ce qu'ils sont légitimés de ne pas renouveler un contrat en raison d'un marché qui n'est pas toujours rentable pour eux? On va aussi parler pendant cette web radio d'un autre phénomène, celui des experts en sinistre, pour lesquels un syndicat, pour lesquels les syndicats font de plus en plus, je répète, 3, 2, 1, les syndicats sont de plus en plus nombreux à recourir au service d'un expert en sinistre parce qu'ils peuvent le faire. Ce n'est pas obligatoire, mais ils peuvent le faire. On va voir dans cette web radio quels sont les avantages de le faire. Si votre sinistre, le coût pour réparer les dommages est de, disons n'importe quoi, 29 000 $, mais que votre franchise est de 50 000 $, bien, l'assureur n'est pas impliqué au dossier. Alors, le syndicat peut, s'il le désire, faire appel au service d'un expert en sinistre. Et vous allez voir,
ce que ça donne au final. Alors, la table est mise pour cette web radio qui est une présentation de Vincent Gaudreau Assurance. Donc, Vincent Gaudreau Assurance, est une entreprise en assurance de dommages, un cabinet de courtage en assurance de dommages. C'est un cabinet qui a développé une grande expertise en matière d'assurance pour copropriété. Son vice-président, Vincent Gaudreau, qui est avec nous ce soir, a pris plusieurs copropriétés devenues orphelines d'assurance sous son aile. Jusqu'à présent, il a réussi à leur trouver un nouvel assureur, que ce soit dans le marché standard ou sous-standard. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler que sur condolégal.com, vous pouvez consulter des fiches pratiques dans la section assurance, parce que c'est de ça dont on parle ce soir, l'assurance. Vous allez dans fiches pratiques et vous avez, comme je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est toujours bon de le redire, les fiches pratiques bien écrites, bien expliquées, assurance du syndicat, assurance des administrateurs, assurance des officiers d'assemblée, assurance du gestionnaire, fonds d'auto-assurance, qui deviendra obligatoire à compter du 15 avril 2022. Et là, les syndicats auront 2 ans pour le constituer. Alors ça, c'est tout expliqué dans ces fiches pratiques. Je voudrais aussi vous rappeler le nouvel ouvrage écrit par Maître Yves Jolicoeur, qui est avec nous également ce soir, L'assurance condo, tout ce qu'il faut savoir. Alors, pour vous en procurer un exemplaire, et à un prix vraiment modique, 17,95 si je ne m'abuse, vous allez dans Accueil, vous tapez Yves Jolicoeur, il est déjà là, mais vous pouvez aussi cliquer sur la loupe et vous allez voir le livre ici. Il est 17,95 plus taxes. C'est un must. C'est un ouvrage dont on ne saurait se passer. C'est un condensé de l'ABC de l'assurance en copropriété avec toutes les mises à jour découlant de l'adoption des projets de loi 141 et 41 sur l'assurance en copropriété. Alors, cela dit, je vous présente mes invités ce soir. Mathieu Sirois, expert en sinistre. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Vincent Gaudreau, courtier en assurance de dommages. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Monsieur Denis Doyon, alors je vais le nommer comme correctement, administrateur du syndicat de copropriétaires du 9775 boulevard de Lormière et président du conseil d'administration de Milieu de vie, TCC, pour traumatisme crânien cérébral et de Maison Martin Matt à Québec. Et ainsi que Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété. Maître Jolicoeur, bonsoir Maître Jolicoeur. Donc, Maître Jolicoeur, on lance la question tout de go là. Est-ce que les assureurs abusent lorsqu'ils ne renouvellent pas un contrat d'assurance ou est-ce qu'ils sont légitimés d'agir ainsi? Lorsqu'on parle d'un abus, c'est-à-dire que c'est l'exercice d'un droit de façon excessive, d'ailleurs c'est normé dans le Code civil du Québec, rien dans la loi oblige un assureur à assurer. En partant, maintenant, lorsqu'un assureur est sur un risque, il ne doit pas abandonner son client sans avoir des motifs suffisants ou ne pas procéder à des renouvellements en mettant son assuré dans une zone difficile. Donc ça, c'est là, il y a une nuance à apporter. Puis cette nuance-là n'est pas toujours évidente parce qu'il y a toujours, pour un assureur, des décisions d'affaires. Puis il y a des décisions également spécifiques aux risques qu'ils assurent. Alors, quand je parle des décisions d'affaires, si un assureur décide du jour au lendemain d'abandonner ce type de risque-là en matière de copropriété, c'est une décision qui va faire de façon générale. Et évidemment, ça amène des conséquences sur le marché. Moins d'assureurs, moins de compétition, bien, ça permet à certains assureurs de hausser la franchise d'assurance à des sommes qui sont hors du commun, sans avoir toutefois toujours un historique qui justifie cette augmentation de franchise. Donc, il y a comme un effet domino lorsqu'un assureur se retire ou ne renouvelle pas. C'est-à-dire que l'assuré, en l'occurrence un syndicat, va devoir scruter le reste du marché. Puis le reste du marché, ben, il n'est pas grand, il est tout petit. Et on laissera M. Gaudreau. Donc, il y a une nuance à apporter, mais chose certaine, puis on va en parler ce soir, lorsque le gouvernement du Québec a voté le projet de loi 141 et a créé l'obligation pour les syndicats de se constituer un fonds d'auto-assurance, on parle, vous savez, M. Cellier, d'une législation qui date de 2018, à l'époque du ministre Laitao. Personne ne pouvait s'imaginer qu'un jour, on aurait sur le marché des franchises de 250, 500 000 $. Là, on me rapporte un cas ici à Montréal de 500 000 $ de franchise.
Et personne n'aurait pu s'imaginer qu'on obligerait des syndicats de propriétaires, à partir de 2022, du 15 avril 2022, de constituer une franchise à la hauteur d'un fonds d'auto-assurance à la hauteur de ces franchises. Parce que, en termes mathématiques, vous n'avez plus d'assurance. Imaginons que la franchise est de 250 000, vous n'avez plus d'assurance pour le 250 000. Alors, tout sinistre en dessous de 250 000, vous êtes votre propre assureur. Puis en plus, on vous oblige à constituer un fonds d'auto-assurance à la hauteur de 250 000 $. C'est là que ça commence à craquer. C'est là qu'à un moment donné, le citoyen ordinaire, il ne comprend plus rien. Parce que le citoyen ordinaire dit, c'est moi qui prends le risque, je suis obligé de m'assurer. La majorité des sinistres en dégâts d'eau, c'est moi qui vous assumez. Il faut que je mette un fonds d'auto-assurance de 250 000. On est bien beau rationaliser, expliquer le pourquoi, parce que si on n'a pas cet argent-là, puis on a un sinistre de 225 000, on n'aura pas l'argent pour réhabiliter le bâtiment. Mais le citoyen ordinaire, il a la difficulté à comprendre actuellement ce qui se passe sur le marché. Oui, effectivement. Vincent Gaudreault, en tant que courtier en assurance de dommages, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les assureurs sont légitimés de dire, ben, écoutez, moi, je ne suis plus intéressé à recadrer ce risque, c'est trop risqué, je tire la prise de courant, je mets l'interrupteur à off. Qu'est-ce que vous en dites? En fait, oui, je pense que c'est légitime pour un assureur comme n'importe quelle entreprise. Vous pouvez, si vous avez un restaurant, de refuser de servir un client qui est grossier. Comme avocat, vous pouvez refuser un client qui, pour plein de raisons. Pour une compagnie d'assurance, de refuser un client, comme n'importe quelle entreprise, il peut avoir une raison valable de refuser un client. Vous avez un client qui a fraudé, vous avez un client qui est à répétition des réclamations. Il peut y avoir des raisons valables pour un assureur de non renouveler un client. C'est sûr que ce qu'on a vu, par contre, c'est que dans certains cas, il y avait un manque de discernement ou de façon souvent automatisée, on refusait de renouveler beaucoup de dossiers, plusieurs dossiers. Dans certains cas, même s'il n'y avait aucune réclamation, parce qu'il y a eu des ouvertures de réclamation, tout ça. Donc, il y a une limite jusqu'à un certain point où ça devient moins légitime. Puis, on voit certains assureurs qui peut-être exagèrent au niveau de ce qui n'est pas renouvelé comme dossier. Il n'y a pas de souscription qui se font de façon personnalisée. Puis, on dit, tout ce qu'il y a 2 réclamations, payé, pas payé, on sort ça des livres, puis c'est non renouvelé. Puis, on sait aussi, je pense que c'est important pour que les assureurs soient conscients de ça. Il y a des conséquences excessivement importantes pour beaucoup de réclamations de syndicats de copropriété quand ils ne sont pas renouvelés par leur assureur. C'est comme Maître Jolicoeur l'a dit, le marché secondaire, parce qu'en fait, tous les assureurs réguliers, du moment où vous avez été non renouvelé par un de ceux-là, ils ne veulent plus de vous. Donc, automatiquement, si vous êtes non renouvelé par un assureur régulier, dans la majorité des cas, des fois, on réussit des choses, mais dans la majorité des cas, c'est que là, vous tombez dans le marché secondaire. Le marché secondaire, il est limité. Il n'y a pas beaucoup de capacité. Puis évidemment, à ce moment-là, on tombe souvent dans des primes, des franchises qui sont assez substantielles, comme on parlait tantôt. Ouais. Monsieur Denis Doyon, donc je répète, Monsieur Doyon, administrateur du syndicat de copropriétaires du 97-75 boulevard de Lormière. Alors, en tant qu'administrateur, il est dans le bouillon. C'est lui qui vit la situation et qui doit la gérer avec tout le stress que ça suppose. Monsieur Doyon, pourriez-vous nous faire la chronologie du dernier sinistre là, qui a conduit, qui a entraîné le désistement de l'assureur? Oui, certainement. Écoutez, le dossier prend sa source suite à un sinistre qui est arrivé en début 2021, début janvier. Simplement un petit début d'incendie qui s'est produit au 5e étage. Et les systèmes de sécurité, les gicleurs ont fait évidemment leur travail. Ça a éteint l'incendie. Malheureusement, la quantité d'eau finalement qui a été déversée a réussi à descendre jusqu'au 1er étage. Donc, on se retrouve avec finalement 5 étages qui peuvent être touchés, mais sur l'équivalent d'environ 2 à 3 appartements finalement par étage. Suite à ça, nos gestionnaires au niveau de l'immeuble ont pris charge du dossier. Les évaluateurs sont venus, les inspecteurs, finalement, se sont organisés là, pour que les réparations soient faites le plus rapidement possible, parce qu'évidemment, ça touchait quand même plusieurs personnes à partir du 5e jusqu'au 1er. Donc, il fallait quand même que ces gens-là soient relocalisés et ramenés le plus rapidement possible à l'intérieur de la bâtisse. Donc, les travaux ont été faits. Ça a pris quand même un certain temps, c'est normal avec ce qu'on vit actuellement avec la COVID. Il faut avoir quand même certaines précautions. Dans tout ça, notre assureur a
assumé sa responsabilité, il n'y a pas de problème. Ils ont fait les choses selon les règles de l'art. Ils ont absorbé, on va dire, les coûts. Ça représentait des coûts dans le sinistre aux alentours de 140 000. Bon, ceci étant dit, on se retrouve début du mois de mars où finalement une communication, soit téléphonique ou par courriel, je ne me rappelle pas exactement, qui a été faite pour signifier finalement que l'assureur honorait sa police jusqu'à son échéance le 1er mai. Alors à ce moment-là, on s'est mis immédiatement en mode chasse au niveau des assureurs qui pourraient éventuellement reprendre le dossier. Donc, on a une équipe d'assureurs qui ont commencé à regarder. Ils ont fait un excellent travail. Ils ont trouvé finalement, avec le temps, 2 assureurs qui étaient prêts à le faire. 2 assureurs, par contre, qui sont complètement étrangers. Ils ne sont pas ici au niveau du Québec. Par contre, comme vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, le niveau de prime et le niveau de franchise fait en sorte que finalement, ça devient c'est exorbitant comme coût et les capacités financières des 2 organismes ensemble, finalement, ne peuvent pas nécessairement être en mesure de supporter. Confirmation de Desjardins est arrivée finalement peut-être aux alentours de la 3e semaine du mois de mars, qui confirmait finalement la première communication qui avait eu lieu. On a évidemment fait énormément de représentations quand même auprès des autres assureurs. On a eu beaucoup de difficultés, je peux vous le souligner. 13, si je me rappelle bien, c'est 13 assureurs qui ont été sollicités. Et au départ, les 13 avaient refusé. Donc, finalement, on se retrouve devant une problématique où on tombe en défaut face à nos partenaires financiers au niveau hypothécaire et on n'est pas capable finalement d'assurer correctement la bâtisse. Alors, globalement, c'est un peu ce qui s'est passé. On a introduit Maître Jolicoeur suite à la suggestion d'une directrice générale, nous autres, au niveau du milieu de vie TCC, qui ne le connaissait pas, mais par contre, elle suivait un peu le genre justement d'émissions qu'il pouvait faire, entre autres celles qu'on avait vues à un moment donné à la facture. Puis elle m'avait dit, Denis, ça vaudrait la peine que tu regardes. Donc, après avoir pris connaissance de l'émission en rediffusion, j'ai communiqué finalement avec Maître Jolicoeur. Puis dès lors, écoutez, dans les jours qui ont suivi, 2 ou 3 jours suivants, tout de suite, il a pris charge du dossier, puis il nous a, je dirais, enrobé. Ouais. Il est arrivé avec des solutions et pas seulement qu'un problème. Ouais. Justement, vous disiez, M. Doyon, que Vincent Gaudreault, c'est Vincent Gaudreault qui a entrepris les démarches pour trouver un assureur afin de recadrer le risque. Vincent, pouvez-vous nous expliquer un peu la démarche? Ça semble Je avoir me permets été... juste une petite correction. Ça, Oui. c'est en 2e lieu. En premier lieu, avant que l'on ait le privilège de travailler avec Maître Jolicoeur, c'est un autre bureau qui avait commencé à faire des recherches et qui ont fait quand même énormément d'efforts. Ah, OK. Une autre firme de courtage en assurance de dommages. Exactement. Okay. Exactement. Qui a fait les premières démarches et qui sans succès, c'est ça? Oui, il y avait une possibilité. Mais Okay. la première possibilité, finalement, d'une prime qui était triplée et de 250 000 est arrivée. Et on savait que ça vienne d'ailleurs, c'était la même chose. Est-ce que je dois comprendre que c'est Vincent Gaudreault qui a repris le dossier pour le conclure? Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre? Pas nécessairement, parce que M. Gaudreault travaille directement avec Maître Jolicoeur et ça s'est fait un peu en parallèle. Donc, on dirait que chaque courtier a fait ce qu'il avait à faire. Il faut toujours comprendre qu'il ne faut pas nécessairement mettre les œufs dans le même panier. Alors, on avait finalement 2 bureaux de courtage qui travaillaient à nous aider à sortir finalement de cette situation. OK, mais qui est le bureau qui a réussi à vous sortir de la situation? Jusqu'à maintenant, on n'a rien de signé. Ni l'un ni l'autre, en fait. Desjardins a accepté, comme c'est indiqué dans le reportage de Radio-Canada, Desjardins a accepté de prolonger la police de 3 mois additionnels là, pour continuer les démarches puis de continuer les discussions avec le syndicat de copropriété. Donc, l'assureur actuel, c'est toujours Desjardins. OK. Donc, mais là, est-ce que j'ai bien compris? Il y a une offre sur la table, possiblement. Il faut voir comment tout ça va se régler, là, finalement. Il faut voir comment les choses vont se résoudre. Et au besoin, on pourrait aller vers une offre qui est sur la table
qui est constitué de deux compagnies d'assurance, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Les choses pourraient se régler autrement. C'est ça qu'il faut comprendre? Exactement. Je ne Bon. dirais pas que c'est la première solution. Celle-là, ça serait plus la deuxième ou la Oui. troisième. Mais si on devait aller vers le marché secondaire, on parle de deux assureurs. Et on va revenir là-dessus, Vincent, tout à l'heure, parce qu'on va parler des Lloyds, là, le principe des Lloyds, qui sont un conglomérat d'assureurs qui se regroupent ensemble pour prendre un risque beaucoup mieux partagé. Là, hein. On va en parler tout à l'heure. Vincent, Mathieu Sirois, expert en sinistre. Rebonsoir, Mathieu. Bonsoir, Mathieu, François. Oui, on va reparler d'un phénomène qui n'est pas encore une norme dans le domaine de la copropriété divise, mais qu'on voit poindre à l'horizon, c'est-à-dire le phénomène des syndicats de copropriétaires qui peuvent, s'ils le veulent, faire appel au service d'un expert en sinistre advenant que le coût pour réparer les dommages est inférieur au montant de la franchise. Est-ce que c'est une tendance lourde, vous diriez, ou si c'est un marché qui reste à développer? C'est bien sûr un marché qui reste à développer. On remarque de plus en plus, comme vous le mentionniez plus tôt, que ça se produit de plus en plus. On voit que des assureurs se retirent et que les conditions dans lesquelles les renouvellements se font ne sont pas les mêmes et avec des différences là, vraiment notables. On parle de franchises qui parfois peuvent passer de 10, 20 000 à des 50, 100, 250. Alors là, ça fait toute une différence pour les gestionnaires, pour leur charge de travail, d'une part, puisque précédemment, ils confiaient le tout dans les mains de l'assureur et l'assureur prenait le tout en charge. Maintenant, ils ont des responsabilités où ils font en sorte qu'ils auront à traiter les choses autrement. Et c'est là qu'on intervient pour leur prêter main forte. On a l'expérience des dossiers de réclamation qu'on fait avec les assureurs. Donc, le traitement qu'on veut faire est essentiellement le même. Le paiement, bien sûr, ne viendra pas de la même poche puisque ça va sortir là, du syndicat et de leur fonds d'assurance. Alors, en intervenant pour eux, on utilise notre boîte à outils, si je puis dire, là, avec notre carnet d'adresses pour faire en sorte de bien contrôler la perte et puis de chercher aussi la cause et les possibilités qui s'offrent à nous là, pour obtenir, dans des cas, là, une subrogation. Lorsque la cause est identifiée, bien, si on peut mettre le doigt là, sur la source de ce sinistre-là et faire porter la responsabilité à un tiers, bien, on est là pour préparer cette étape-là qui va servir encore une fois à réduire la perte pour la copropriété. M. Sirois, peut-être nous expliquer davantage le rôle de l'expert. Vous en avez parlé déjà, là, vous venez d'en parler, mais l'importance de la présence d'un expert en sinistre. On parle d'un sinistre majeur. Ce sont des petits sinistres, bon, ça se gère sans expert en sinistre, mais sinistre majeur là, de plusieurs centaines de milliers de dollars suite à un incendie, un dégât d'eau, c'est important d'avoir un expert en sinistre. Pourquoi? Pour le contrôle de la perte. Il y a des grandes sommes qui sont en jeu. Et puis, il faut voir d'où ça va, d'où ça vient. On a le recours à des professionnels qui peuvent nous aider. Ça peut être bien sûr des évaluateurs dans bien des cas qui vont pouvoir contrôler des devis de contracteurs qui se proposent. Ouais. Et face à une problématique particulière, il y a peut-être lieu de faire intervenir un ingénieur parfois ou un spécialiste très, très pointu là, sur certains domaines pour orienter la reconstruction et la remise en état là, des immeubles. Oui, parce que l'expert en sinistre doit être neutre, impartial et veiller à ce que, bon là, dans ce cas-ci, il n'y a pas d'assureur impliqué au dossier, mais veiller à ce que les travaux soient faits selon un prix équitable avec l'entrepreneur, le bon entrepreneur. Parce que là, dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Donc, l'expert en sinistre peut prendre en charge le dossier, c'est-à-dire suggérer les professionnels en bâtiment requis pour inspecter l'immeuble. Disons un immeuble incendié, il faut vérifier si les fondations sont encore potables ou si on doit les remplacer. Bien, c'est important qu'un ingénieur en structure soit là pour le dire. Bien, tout à fait, tout à fait. Et on a cette expérience-là de circonscrire l'ensemble de la question et de voir non seulement quel est le dommage, mais quels sont les dommages qui pourraient découler justement du sinistre. Vous faites mention là, d'un incendie, mais ça peut être aussi, là, dans bien des cas, ce qu'on voit en copropriété, c'est la question du dégât d'eau. Donc, c'est d'aller au bout du problème et voir
tout ce qui en est avec les outils et les spécialistes là, qui Ouais. peuvent nous aider. J'invite nos auditeurs à nous poser des questions. Nos invités y répondront avec plaisir, avec diligence, autant que faire se peut, mais à la condition que ce soit en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Une question d'une auditrice, peut-être Maître Jolicoeur ou peut-être Mathieu Sirois ou Vincent Gaudreau, là. Si nous faisons appel à un expert en sinistre pour un sinistre dont le coût est inférieur à la franchise, le CA doit-il quand même déclarer le sinistre à son assureur? Maître Jolicoeur, peut-être? Oui, l'obligation de déclarer le sinistre est toujours très clairement indiquée dans le Code civil du Québec. D'ailleurs, c'est un peu paradoxal qu'on ait à déclarer, mais à ne pas réclamer. D'autant plus paradoxal que l'assureur va, dans l'établissement de l'historique de sinistralité, en prendre compte. Hein, parce que même si vous ne réclamez pas, et M. Gaudreau pourrait être plus explicite sur le sujet, l'assureur pourrait, dans le fond, considérer augmenter sa franchise ou sa prime pour un sinistre non réclamé. Mais si vous me permettez, M. Cellier, ce que je pense qu'il faudrait dire à nos auditeurs ce soir, c'est qu'on est réellement à une étape d'une cassure importante entre la capacité de payer et d'assurer au Québec. C'est-à-dire la capacité de payer. Tranquillement, on glisse vers des situations d'assurance où les gens ne seront peut-être pas forcément capables de suivre dans certains immeubles lors d'un sinistre. Une cassure, c'est le cas de la Fondation Martin-Matt avec M. Doyon, où une augmentation brutale de la franchise et de la prime d'assurance risque de fragiliser des organisations qui sont vitales pour notre société. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est une question très importante, mais que faire? Mais que faire devant cette situation? Mais que faire devant la situation où un assureur est en droit de ne pas assurer? Mais que faire si on est, nous, comme syndicat courtier, obligés de s'assurer? Et je pense qu'il y a une réflexion importante qui doit venir de tous les intervenants dans le marché, notamment les assureurs, qui vont devoir démontrer un sentiment citoyen plus important que ce qu'ils font aujourd'hui. Parce que c'est sûr que la perception du citoyen ordinaire vis-à-vis d'un assureur n'est pas toujours positive. Hein. On a souvent tendance à dire que l'assureur, il est bon pour encaisser notre prime, il n'est pas bien bon pour payer. Bon, alors ça, c'est des fois fondé, pas fondé. Moi, j'ai vu des assureurs dans des dossiers très bien payés, correctement faire des choses, donc on ne peut pas généraliser. Toutefois, on est aujourd'hui dans une société qui vise à densifier son territoire par la copropriété ou par le logement social. On a des organismes municipaux qui ont des tours d'habitation. On a au Québec, au moins 200 000 unités de logement social existants. Ce n'est pas juste la copropriété actuellement qui est fragilisée par cette cassure en termes de capacité de payer les primes d'assurance ou capacité de payer aussi en matière de côté un fonds d'auto-assurance. Alors, moi, je pense qu'il faut réfléchir à comment on gère nos immeubles et comment sont gérés nos assureurs lors de la souscription. C'est sûr que le citoyen doit tout faire en son possible pour limiter la sinistralité dans son immeuble. Un classique, M. Gaudreau le dira lui-même, si on installe des systèmes de valves coupe-eau, on va limiter un certain nombre de sinistres. On n'empêchera pas un gicleur en cas d'incendie d'arroser sur 5 étages, mais chose certaine, un chauffe-eau, une baignoire qui déborde, on va limiter la sinistralité, c'est certain. Mais ce que je trouve un peu étonnant, c'est d'avoir des assureurs au Québec, pas juste au Québec, qui disent, vous savez, nous, l'assurance, copropriété, c'est pas payant, ça ne nous intéresse pas. Alors, ils ne se sont jamais posé la question au chapitre de la souscription, mais quel genre de risque qu'ils prenaient en amont. Et l'administrateur à qui on pose plusieurs questions répond de bonne foi, et peut-être pas forcément les bonnes. Il n'y a rien qui est très valorisé dans les immeubles sur tout le volet préventif. Et ça me rappelle les propos de la ministre Laforêt en commission parlementaire lorsqu'elle interrogeait le représentant du Bureau d'assurance du Canada suite à un mémoire. Et on lui posait, ce représentant-là, est-ce que
avec nos mesures législatives de carnet d'entretien, d'études de fonds de croyance, est-ce qu'on va améliorer le sort de l'assurance au Québec? Et malheureusement, la réponse qui est venue de ce représentant était non. C'est pas comme ça que le monde de l'assurance fonctionne. Alors, je pense qu'il va falloir peut-être un peu revoir la façon de faire. Je pense que oui, qu'il y ait des franchises de plus en plus élevées, certes, que les assurés soient plus responsables, certes, mais ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait une certaine cohésion entre les assureurs et les assurés au Québec dans le logement collectif. C'est comme pas possible. Il va falloir y voir parce que c'est certain que Québec, le gouvernement du Québec, a la capacité, a le pouvoir réglementaire de déterminer ce qui est une franchise déraisonnable. C'est un pouvoir non exercé par Québec, mais ça, c'est comme un fusil. C'est un certain danger de l'utiliser parce que si le gouvernement du Québec met des normes trop restrictives sur la franchise déraisonnable, bien, est-ce qu'on va avoir encore des assureurs? Puis on a besoin d'assureurs. On n'est pas là pour les chasser. Mais Medilka, je vous pose la question parce que les compagnies d'assurance reprochent parfois, disent, il y a des compagnies d'assurance qui disent, ben moi, je ne veux pas assurer certaines copropriétés neuves, ce pas toutes les copropriétés, là, mais certaines copropriétés, je ne veux pas assurer certaines copropriétés neuves qui sont mal construites, là. Donc, ça part mal. Est-ce que, par exemple, la solution ne serait pas d'obliger une surveillance obligatoire des travaux pour que en amont, ça démarre du bon pied et que l'assureur se sente en confiance et dise, OK, moi, je vais assurer cet immeuble parce que ça a été surveillé puis les choses ont été faites dans les règles de l'art. Les assureurs ont certainement raison de s'inquiéter de la qualité du bâti et du risque qu'ils prennent dans les bâtiments, alors qu'on a une partie importante de notre parc immobilier qui est aucunement surveillé durant sa construction. Je peux comprendre un assureur qui se dit « je veux bien, moi, avoir la main sur le cœur au point de vue social, puis écouter tous les discours populistes qui pourraient se faire autour de ça, mais est-ce que je prends un bon risque? » Puis malheureusement, c'est triste à dire, on ne sait pas quel genre de risque parce qu'il n'y a pas de contrôle. Puis il n'y a pas eu, il ne faut pas se le cacher, une volonté de l'État dans les dernières décennies, tout parti politique confondu, de vouloir imposer une mesure de contrôle sur la qualité du bâti au Québec. On avait toujours tendance à dire, un discours un peu lamentable, bien, vous savez, si on impose la surveillance de chantier, ça va accroître nos coûts de construction, les gens n'achèteront plus de condos. C'est tellement triste. Je suis tellement dire ça par des sous-ministres à Québec, de toutes sortes de partis, en disant, oubliez ça, mec, là, vous rêvez en couleur. Mais aujourd'hui, on rêve en couleur, c'est un cauchemar. Et les assureurs ont certainement raison de dire, ben, où sont nos organismes publics de contrôle? Ouais. Où est la Régie du bâtiment du Québec sur le contrôle du bâti? Bon, on ne peut pas mettre la faute sur la Régie ou sur d'autres organismes publics, mais je pense que c'est plus que temps que lorsqu'on bâtit du logement social ou du logement collectif privé comme la copropriété, que quelqu'un d'indépendant a fait le contrôle de la qualité du bâti. C'est évident parce que c'est sûr qu'on va perdre la capacité de trouver des assureurs sur le marché si les conditions se dégringolent comme ça. Une auditrice nous a fait part d'un commentaire très intéressant, puis je ne vais pas m'éterniser sur le commentaire, mais on y reviendra si on a le temps là, un peu plus tard. J'ai perdu le commentaire parce qu'après 4, il y en a un qui disparaît, mais elle me corrigera si je me trompe. L'auditrice nous dit qu'en France, il ne semble pas y avoir ces problèmes-là, mais je fais une petite parenthèse et Medilka pourra en parler pendant 3 semaines. En France, la copropriété est beaucoup plus ancienne qu'au Québec. Ici, le parc immobilier en copropriété divise a une moyenne d'âge de 28 ans au Québec. En France, les copropriétés existent depuis des décennies et il y a eu des investissements massifs injectés par le gouvernement français pour rescaper des copropriétés devenues en difficulté. Alors, la France, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, vit une situation encore plus dramatique que nous. Mais si nous n'y prenons pas garde, on se dirige
vers le même drame qui s'est vécu, qui se vit en France, puis qui s'est vécu, qui se vit encore. Écoutez, il y a quelques années, on parlait en France de 15% du parc immobilier détenu en copropriété divise qui était en sérieuse difficulté de dégrader. Écoutez, il y a des copropriétés divises qui se sont effondrées. On a vu ça là, en France. Là. Elles se sont effondrées tellement elles étaient vétustes. Alors, ce n'est pas des blagues. Et puis ici, si on se fie à certains assureurs qui ne veulent plus assurer certaines copropriétés, dans le lot, il y en a des copropriétés qui sont mal entretenues. Et l'assureur dit, moi, je me retire, je m'excuse, mais je n'ai pas envie d'assurer une passoire qui laisse passer l'eau continuellement. Alors, c'est sûr qu'on peut dire ce qu'on veut, mais les assureurs, évidemment, ont aussi des raisons, des motifs valables de vouloir se retirer, évidemment. Mais bon, c'est un débat qui est lancé et la solution appartient à toutes les parties impliquées, que ce soit les syndicats de copropriétaires, que ce soit le gouvernement, que ce soit les assureurs. Je pense que c'est un dialogue qu'il va falloir mettre en place, tenir pour justement améliorer les choses. Monsieur Doyon, une auditrice me demande quelles seraient les conséquences pour votre syndicat de copropriétaires si vous deviez vous tourner vers le marché secondaire avec une franchise de 250 000 et une prime de 70 000 Écoutez, derrière tout problème, il y a toujours une solution. Il faut être en mesure tout simplement d'être assez imaginatif et d'avoir les bonnes personnes à côté de soi pour être capable de les trouver. Je sais que lorsque le premier reportage est sorti, à un moment donné, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que les deux organismes étaient complètement au bord de la fermeture. C'est certain que financièrement, la présente situation, ça cause un problème. Ça, c'est officiel. On ne peut pas le cacher. Si on laisse le dossier tel quel, ça impliquerait éventuellement que les deux organismes pourraient être véritablement en problématique. Bon, ça, on ne peut pas le nier. Mais lorsqu'on se penche à un moment donné sur des solutions, lorsqu'on a des partenaires qui sont en mesure de nous dire hey, on va s'asseoir ensemble puis on va regarder où peut se situer la solution, parfait. Alors, c'est difficile de répondre exactement à la question de la dame en question, mais il faut toujours travailler sur les solutions et non pas sur les problèmes. On vous souhaite, en tout cas, M. Doyon, que ça se passe bien, mais il semblerait qu'il y a une ouverture et que ça pourrait bien se passer. Donc, on suit l'actualité, puis au besoin, il y aura une mise à jour à faire. Mathieu Sirois, je reviens à vous. J'aimerais d'ailleurs montrer aux auditeurs le site web de Crawford, l'entreprise pour laquelle M. Sirois travaille. Donc, les vies restaurées, ce ne sont pas que des réclamations, ce sont des gens. Ils et elles font partie de la famille. Alors, M. Sirois, dans le feu de l'action, vous êtes donc expert en sinistre. Vous envoyez des situations pratiquement tous les jours. Là, vous devez gérer des sinistres. Et c'est un drame humain. Là. Quand l'expert en sinistre arrive, là, les syndicats de copropriétaires, les administrateurs, ça ne doit pas être très drôle de devoir composer. Non, c'est jamais drôle. C'est jamais drôle puisque on n'est pas là, nous, quand ça va bien. On est là parce que ça va mal. Ouais. Alors, bien sûr, il y a un facteur émotif, mais il faut garder la tête froide dans ces situations-là. Et comme M. Doyon le faisait remarquer tout à l'heure, il y a des solutions, puis c'est ce qu'on doit chercher pour être en souci là, de ramener les choses à la normale. Ouais. Juste peut-être donner l'adresse crawco.ca, donc /FR-CA /, c'est bien ça, M. Sirois? Oui, puis si vous voulez référer là, à notre adresse pour des dossiers de réclamation, bien c'est réclamation au pluriel, condo@crawco.ca. Voilà, alors c'est dit, donc c'est dit. Vincent Gaudreau, Vincent Gaudreau, c'est Vincent, votre prénom, c'est pas Vincent Gaudreau. Oui, c'est correct. Vincent, c'est correct. Merci, Vincent. Vincent, un commentaire d'une auditrice qui nous dit c'est de plus en plus tentant qui ne s'étonne pas que, ou en fait, qui se dit, ben coudonc, rendu là, certains sinistres, aussi bien pas les déclarer. Comme ça, ben, on n'a pas besoin
de ça parce que chaque fois qu'on déclare un sinistre, même si un syndicat ne réclame pas, eh bien, l'événement est catalogué dans l'historique. Vincent, qu'est-ce que vous en dites? Vous ne devez sûrement pas suggérer à vos clients de ne pas déclarer un sinistre, évidemment. Ben non, c'est illégal. Le Code civil dit qu'ils doivent déclarer voilà. leur réclamation. Voilà, Sauf qu'on le sait, dans la réalité des choses, bon, il y a la théorie, il y a la pratique. On sait fort bien qu'il y a beaucoup de syndicats qui ne réclament pas qui n'avisent pas l'assureur de tout leur sinistre. Ça, c'est sûr. Puis évidemment, aussi là-dedans, il y a une question de jugement. Si on a une toilette qui déborde, on passe la mop, c'est réglé, on habitue l'assureur pour ça. Il y a quand même des degrés là-dedans. Qu'on parle d'une réclamation de 90 000, ça veut une franchise de 100 000. Donc, on parle quand même de quelque chose de plus significatif. Il y a aussi évidemment des degrés dans tout ça, mais on sait qu'il y a fort bien qu'il y a beaucoup de syndicats qui choisissent de ne pas aviser leur assureur lors d'une réclamation. C'est sûr qu'on recommande de le faire. C'est sûr aussi que comme courtier, quand on voit des assureurs qui utilisent l'information par exemple, de réclamations qui ont été faites sans dommage pour l'assureur, sans paiement de l'assureur, pour pas renouveler ou pour faire des augmentations substantielles, c'est notre travail après ça d'appeler. Parce qu'évidemment, on sait, les assureurs, c'est beaucoup automatisé, les renouvellements, tout ça. Après ça, nous, notre travail, c'est d'appeler, de dire, écoute, tu n'as pas payé pour ça, pénalise pas le client ou renouvelle-le quand même. Ou on trouve des façons là, d'amener des solutions au syndicat de copropriété. Il y a quelqu'un sur le chat tantôt qui mentionnait, qui posait la question si c'était pareil dans le reste du Canada au niveau des problématiques des syndicats de copropriété. J'ai répondu vite là, que c'était payé. Effectivement, dans le reste du Canada, le Québec n'est pas unique au niveau de la question des augmentations de primes, des franchises. L'augmentation moyenne en Colombie-Britannique pour les syndicats de copropriété cette année est au-dessus de 60 %. Ça, c'est l'augmentation moyenne. On n'a jamais atteint ça au Québec. Puis c'est essentiellement les mêmes problèmes. Des problèmes de réclamation substantielle. Puis on sait comment il y a des condos au CVDG en Colombie-Britannique, à Vancouver, c'est une forêt de taux à condos. Là. Ouais. Donc, problème d'entretien, problème de bâti. C'est tous les mêmes problèmes qu'on voit au Québec. D'ailleurs, le gouvernement essaie d'intervenir en faisant différentes choses, puis à date, c'est avec très peu, sinon pas de succès du tout. Là, donc, effectivement. Alors, je rappelle aux auditeurs qui viennent de se joindre à nous que le sujet aujourd'hui, c'est la Maison Martin-Matt, un syndicat de copropriétaires qui pourrait, on verra, perdre son assureur et devrait se tourner vers le marché secondaire. Et là, le marché secondaire, c'est cher, ça coûte cher. Le marché secondaire, c'est épouvantable. Ce sont des franchises de 100 000 à 250 000 $, même peut-être des fois plus. Ce sont des primes qui passent du simple au double, du simple au triple. C'est épouvantable. Tomber dans le marché secondaire, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar pour un syndicat de copropriétaires parce que là, la copropriété en prend pour son rhume. Alors, qui va vouloir acheter dans un bâtiment, un condo, où la franchise pour des d'eau est de 500 000 $, où la prime est de 150 000 $? Il y a un problème, là. Il risque d'avoir une dépréciation de la valeur des condos. Mathieu Sirois, est-ce que vous envoyez souvent des sinistres où la franchise est de 100 000, 200 000? Ce n'est pas chose commune actuellement, mais c'est de plus en plus. Parce qu'on l'a abordé d'une façon ou d'une autre, là, mais il y a beaucoup de travail de souscription et il y a une souscription qui parfois est automatique. On le disait, il y a 2 réclamations ou il y a 2 déclarations de sinistre sans qu'il y ait de réclamation. Bien, ça peut avoir une incidence sur l'appréciation de l'assureur, à savoir si c'est le type de risque qu'il veut ou qu'il ne veut pas. Puis en ce sens-là, bien, si on considère qu'une déclaration de sinistre a le même poids qu'une réclamation, bien, on se retrouve à resserrer la souscription puis à refuser certains risques et de les renvoyer vers un marché secondaire ou qui est parfois appelé, peut porter d'autres noms selon le courtier ou autre, là, mais où la franchise va être plus élevée. Oui, c'est ça. Avec tous les problèmes que ça peut accompagner, que ça génère. Effectivement. Monsieur Doyon, ensuite, Maître Jolicoeur. Maître Jolicoeur, vous voulez dire quelque chose? J'aimerais aimé ça qu'on mette à l'écran l'article 1073 qu'on retrouve sur le site Condo Légal pour que nos auditeurs comprennent bien les enjeux de cette question des franchises raisonnables, etc. Donc, vous allez sur le site Condo Légal, vous avez évidemment les articles du Code civil surlignés de couleur en fonction des projets de loi qui sont venus modifier.
Alors, 10,73, M. Cellier, là, vous êtes sur 10,70, mais juste un peu plus bas. Ah, j'avais mal compris. Oui, 10,73, qui est en fait l'article clé en matière d'assurance, en matière de copropriété. C'est cet article qui, depuis 1994, enseigne le fait que le syndicat doit assurer tant les parties communes que les parties privatives, à l'exception des améliorations. Et j'attire votre attention sur le 3e paragraphe. Il y est dit, le gouvernement peut, par règlement, déterminer des cas selon lesquels les franchises sont considérées comme déraisonnables. Bon, c'est dans le coffre à outils du gouvernement, cette question, non pas de nous dire qu'est-ce que c'est une franchise raisonnable, parce que 1073, on oblige les syndicats, et ça c'est quand même assez clair dans l'article Code civil, on oblige les syndicats, première ligne, à souscrire une couverture d'assurance prévoyant une franchise raisonnable. Bon, alors vous êtes administrateur de copropriété, vous ouvrez l'enveloppe du renouvellement de votre police d'assurance, puis là, on vous dit que, pour un cas gros, c'est 500 000 vous êtes administrateur. Là, vous ouvrez le Code civil du Québec, puis pourtant, c'est marqué une franchise raisonnable. Moi, je suis tenu de trouver une assurance qui a une franchise raisonnable. Ça devient un dilemme pour les membres des conseils d'administration de savoir qu'est-ce que c'est une franchise raisonnable. Et évidemment, les gens se disent, bien, écoutez, pourquoi le gouvernement ne viendrait pas nous donner un peu d'aide pour dire ce que c'est une franchise déraisonnable comme c'est prévu au 3e alinéa de l'article 1073. C'est un véritable casse-tête pour les syndicats de copropriétaires. Ils sont déchirés devant ce traité, encore plus déchirés, parce qu'ils savent très bien que le 15 avril prochain, il y a un coup près qui va leur tomber sur la tête. Ils vont devoir, sur une période de 2 ans, constituer un fonds d'auto-assurance à la hauteur de la plus haute franchise. Ouais. Et là, évidemment, ils vont se dire, bien, si j'ai une franchise de 500 000, ça veut dire que sur 2 ans, je vais devoir mettre dans mon budget dans mon budget 250 000 $ par année. C'est un cas évidemment important. Puis en plus, il va falloir que je paye aussi les réclamations. C'est là que ça commence à craquer. Et évidemment, est-ce que le gouvernement peut venir déterminer ce qu'est une franchise raisonnable? La loi lui permet. Est-ce que la capacité de le faire sans perdre l'attrait des assureurs sur le marché québécois? C'est à voir. Est-ce que d'autres assureurs extérieurs au Québec devraient s'intéresser à la copropriété? Parce que la copropriété, ceci en passant, elle est assurée en France. Ils ne vivent pas la crise qu'on vit ici au Québec. Est-ce que les assureurs vont devoir revoir leur modèle d'affaires pour rester en copropriété? Ont-ils le goût? La première question, si on prend un assureur qui a décidé, on a un assureur sur le marché qui a décidé que tous ces polices d'assurance vont passer à 250 000. Peu importe si on a un bon ou un mauvais historique. Moi, je connais des copropriétés à l'île des Sœurs, là, ils n'ont pas eu de réclamation l'année, paf, 250 000. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un bon modèle d'affaires? Est-ce que les syndicats ont un mot à dire encore? Bien, ça, c'est un vrai débat qui va devoir être animé par l'État. Ça doit être traité, ça. Et donc, le fonds d'auto-assurance, évidemment, une franchise de 250 000 $, il faut également constituer le fonds de prévoyance à hauteur de 250 000 $. C'est de l'argent, là. C'est beaucoup d'argent, effectivement. Ouais. Est-ce que la question qu'on pose à Vincent Gaudreault, vous pourriez nous expliquer un peu le concept des Lloyds? Parce que les Lloyds, ce sont des assureurs. Bon, la Lloyds de Londres, tout le monde a entendu parler de ça dans sa vie, c'est tellement gros, c'est ces compagnies-là. Pourriez-vous nous expliquer, Vincent Gaudreault, ce que c'est les Lloyds? Oui. Donc, en fait, souvent, quand on tombe dans le marché secondaire, donc on cherche un assureur plus spécialisé, on tombe dans, on peut avoir certaines options avec la Lloyds de Londres. La Lloyds, en partant, c'est pas un assureur marginal au Canada, c'est le 3e assureur commercial au Canada, c'est le plus gros assureur de responsabilité civile au Québec, donc c'est quand même un assureur qui est excessivement présent au Canada dans le marché de l'assurance. Donc, et c'est pas nécessairement parce que vous êtes assuré avec la Lloyds que vous êtes assuré sur le marché secondaire. La Lloyds assure des gens au marché primaire, assure des risques spécialisés, font du risque cyber, assure des fusées, des satellites, plein de choses diversifiées, des plateformes pétrolières. C'est excessivement diversifié, la Lloyds. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la Lloyds n'est pas un assureur.
Ça n'existe pas la Lloyd's comme un assureur. La Lloyd's, c'est un marché d'assurance. Donc, pour résumer grosso modo comment ça fonctionne, c'est que quand, par exemple, un courtier d'assurance comme moi a fait le tour des 30 assureurs du Canada et qui m'ont dit non ou qui me prennent une petite portion de mon risque parce que j'ai, disons, un gros bâtiment de 100 millions à placer et j'ai de la difficulté sur le marché domestique à placer mon risque. J'ai pas de la difficulté à trouver des assureurs. À ce moment-là, je peux aller sur le marché de la Lloyd's. Puis la Lloyd's, c'est une collection d'assureurs qui sont regroupés, puis on n'appelle pas ça des assureurs, là, c'est des syndicats qui sont regroupés sur une entité juridique qui s'appelle la Lloyd's. Donc, vous et moi pouvons être assurés à la Lloyd's, mais ultimement, si on a des réclamations, ce ne sera pas le même payeur. Ce ne sera pas nécessairement le même syndicat qui va nous assurer. Sur la police, ça va être inscrit Lloyd's. Ça ne veut pas dire que nécessairement que c'est le même syndicat. Et comme je dis, il y a beaucoup de programmes, beaucoup de différentes façons de faire. Là, je ne vais pas tout exprimer ça, c'est assez complexe. Mais tout ça pour dire que la Lloyd's, ce n'est pas nécessairement un assureur, c'est vraiment un marché d'assurance. Ça nous permet d'assurer des risques quand, par exemple, on n'a plus personne sur notre marché domestique ou parce que c'est un risque qui est trop gros pour le marché domestique ou par exemple, ça fonctionne partout dans le monde, c'est le plus gros assureur au monde. Si on a un petit marché domestique parce qu'on est dans un pays en voie de développement, par exemple, qu'on a un gros projet assuré, bien, la Lloyd's nous permet de faire ça. Puis en ayant une capacité internationale de souscrire l'assurance et d'être un assureur reconnu internationalement, bien, ça donne aussi beaucoup de capacité à des courtiers d'assurance pour, par exemple, des risques internationaux. Si j'ai une usine qui a des bureaux, qui a des usines, une multinationale qui a des usines partout, bien évidemment, je ne veux pas nécessairement un assureur dans chaque pays. Je vais prendre la Lloyd's puis on va être en mesure de m'assurer toutes les usines avec au même endroit. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est important de rappeler que les Lloyd's, donc c'est un conglomérat d'assureurs qui se regroupent pour partager un risque plus équitablement. Et c'est ça qui attend les syndicats de copropriétaires qui perdent le marché régulier, d'irrégulier. Pas dans tous les cas, mais effectivement, dans certains cas, surtout, je vous dirais que surtout pour les immeubles de grande envergure. Quand on a un petit, je dis souvent, quand on a un petit syndicat, soit on a un petit problème quand on n'a pas été renouvelé, tout ça, mais plus on a un gros syndicat, plus le problème est amplifié parce qu'à ce moment-là, on est limité par la capacité. Parce que souvent, les assureurs, particulièrement dans le marché secondaire, ont de faibles capacités. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de prendre un immeuble tout seul, doivent se mettre à plusieurs assureurs pour venir à bout de remplir notre cédule jusqu'à 100% de la valeur du bâtiment. Donc, souvent, ça nous en prend plusieurs. Puis, évidemment, c'est là qu'il y a des coûts additionnels. Puis, c'est sûr qu'évidemment, quand on tombe au niveau de la Lloyd's, puis évidemment, toujours sous certaines conditions, c'est parce que vous êtes un risque aggravé. Vous avez des fréquences de réclamation, vous avez un problème, vous avez été sans assurance pendant un certain temps. Puis, évidemment, c'est le dernier espoir, ils le savent. Et les primes et les franchises puis les conditions sont en conséquence de ça. Il y a un auditeur qui m'a fait rire en disant que Lloyd's of London, ils assurent les droits de guitaristes inconnus. Mais c'est vrai, c'est vrai. Oui. Il y a ça, je pense que j'avais déjà vu les jambes à Jennifer Lopez. Oui, c'est ça que j'allais dire. Non, les jambes de Tina Turner aussi, à un moment donné. Les mains de guitaristes, c'est la Lloyd's assure vraiment un éventail de risques assez important. Très, très vaste, hein? Et je pense qu'il y avait l'actrice, est-ce que c'était Jamie Lee Curtis? Enfin bref, on s'écarte du sujet, mais pour revenir, oui, Majulkan? Oui, il y a une chose qui va peut-être évoluer, puis qui n'est pas forcément la meilleure, mais les problématiques d'assurance au Québec, ce n'est pas nouveau, puis ça touche d'autres domaines, dont le monde municipal. Et il faut savoir que le monde municipal a créé un système d'auto-assurance. Est-ce que c'est la chose à faire? S'il n'y a plus d'offres sur le marché, un jour, c'est peut-être ça qu'on va devoir envisager, une mutuelle d'assurance. Oui. Comme on l'a dans le monde municipal, notamment si on tombe dans des situations où il n'y a plus preneur pour certains syndicats de copropriétaires. Parce que tant qu'il y a un marché, tant qu'il y a des assureurs, tant qu'il y a une compétition, le besoin de trouver d'autres acteurs n'est pas là. Mais à partir du moment où on va se ramasser, si on se ramasse là, avec l'exemple des organismes qui peuvent assurer leur patrimoine immobilier, voire même la responsabilité civile des administrateurs, parce qu'on n'en a pas parlé ce soir, mais moi, on a un syndicat, M. Gaudreau et moi, on l'a à l'esprit, où l'immeuble est assuré, mais ils n'ont pas trouvé d'assurance pour les administrateurs. Ouais. Et il manque quelque chose. Et la loi nous oblige à les assurer les administrateurs. Qu'est-ce qu'on fait dans les situations où il n'y a plus preneur, ou s'il y a preneur, que le montant devient excessif?
bien, ça, je pense qu'on doit bientôt réfléchir à trouver des solutions. Ouais. Moi, je suis quand même partisan du marché privé, partisan de la libre concurrence, partisan de la compétitivité de marché, parce que c'est comme ça qu'on y a. Mais là, je commence à être un peu inquiet pour le futur de notre monde de l'assurance copropriété. Une question posée par une auditeur, j'espère la comprendre, je vais la poser. Comment connaître le montant minimal pour une franchise? Vous parlez de 250 000 $, mais à 80 unités, le plus petit montant exigé est 20 000 $. Devons-nous additionner tous les montants requis? Est-ce que c'est clair ou est-ce que... En fait, pour le fonds d'auto-assurance, c'est la franchise la plus haute, à l'exception de celle pour l'inondation et le tremblement de terre. Donc, c'est cette franchise-là qui doit être provisionnée au niveau du fonds d'auto-assurance. Puis, ce que je dis souvent, si vous voulez savoir si votre franchise fait du sens, c'est ramenez-la par unité. Parce que si je vais vous donner un exemple, une franchise de 20 000 $ pour un 2 unités, c'est beaucoup. Une franchise de 20 000 $ pour un 100 unités, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, il faut le ramener vraiment par unité. Monsieur Doyon, le mot de la fin, ou presque, vous appartient. Il nous reste 5 minutes. Puis je rappelle aux auditeurs qu'on a commencé à 19h30 aujourd'hui. C'était pour faire un test, mais ça ne vous intéresse pas de savoir quel genre de test on voulait faire. Mais la semaine prochaine, nous reviendrons à 19h. Je vais vous le dire, là. C'était exceptionnellement cette semaine à 19h30. Monsieur Doyon, advenant que vous deviez vous tourniez vers le marché secondaire de l'assurance avec une franchise de 250 000 $. Est-ce que vous avez un plan B? Est-ce que vous avez des options pour garder la tête hors de l'eau? Si on travaille plusieurs chevaux en même temps, on risque de diluer nos efforts. Notre premier objectif, c'est de faire en sorte que notre assureur actuel comprenne qu'il est un partenaire et non pas nécessairement un fournisseur. Ouais. Alors, on va placer nos énergies dans ce cadre-là. S'il y a, parce qu'on sait qu'il y en a, des améliorations qui devront être apportées pour sécuriser l'immeuble et, comme disait à un moment donné Maître Jolicoeur, pour enlever de la sinistralité, bien à ce moment-là, il va être sécurisé. Et donc, plus on va agir de façon responsable, plus on met les chances de faire en sorte que notre partenaire dise « OK, parfait, ce qui s'en vient, ça m'intéresse. » Alors, le niveau, le ressentiment de risque que j'avais dans le passé, maintenant, je le laisse de côté et je vais avancer. Dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'il y en aurait d'autres solutions, mais je préfère qu'on reste vraiment sur la première solution. C'est une approche plus constructive. Hein? C'est une approche plus constructive, M. Doyon. Je pense que c'est la bonne approche à adopter dans les circonstances. Moi, je pense, M. Sellier, peut-être on arrive vers la fin de notre émission. Il faut comprendre que, je pense que M. Doyon a touché le point, il faut établir un partenariat entre le monde de l'assurance et les assurés. Ça fait longtemps que je travaille avec M. Gaudreau, puis lorsqu'il arrive dans les dossiers difficiles, qui arrive en mode solution, justement, il est sensible aux préoccupations de l'assureur. Il sait que l'assureur, sur tel point, il va être peut-être plus chatouilleux, il y a des expectatives. Le rôle d'un bon courtier d'assurance, c'est justement de trouver l'équilibre entre l'intérêt de l'assureur et de l'assuré. Et d'avoir un produit qui économiquement soit viable, c'est-à-dire qu'un assureur doit s'attendre un jour à payer des indemnités. Il faut comprendre que globalement, l'assureur doit recevoir plus de primes qui versent l'indemnité, sinon ça ne fonctionnera pas. L'équilibre est cassé. Moi, je pense qu'il faut absolument, puis ça, je pense que M. Doyon le sien ce soir, amener les assureurs à avoir une approche plus citoyenne vis-à-vis des situations comme celle-ci, d'avoir des assureurs qui ne se réveillent pas un matin en disant ben, une belle occasion, il n'y a plus de compétition sur le marché, on va tout augmenter nos franchises d'assurance à 250 000 $, peu importe qu'on ait un bon assuré, ça ne se fait pas. Ce n'est pas une attitude citoyenne responsable. On est tous là dans un esprit que économiquement, ça doit être intéressant pour l'assureur. Puis d'un côté, il faut que ça soit viable pour l'assuré, pour faire en sorte qu'on ait un respect mutuel assureur-assuré dans le marché.
Et ça, c'est le défi qui nous attend présentement. Mathieu Sirois, c'est à vous le mot de la fin. Je vous le donne en quelques minutes. J'aimerais qu'on revienne sur l'importance d'un expert en sinistre. On disait en début d'émission qu'une tendance se dessine à l'horizon. Les syndicats de copropriétaires peuvent, s'ils le désirent, et il y en a qui le font, recourir au service d'un expert en sinistre, recourir les services d'un expert en sinistre, parce que si le sinistre, si le coût des réparations pour réparer des dommages est moins élevé que la franchise, un syndicat pourrait mandater un expert en sinistre pour gérer le trafic. Monsieur Sirois, nous rappeler pour les auditeurs qui n'étaient pas là au début, quel est le rôle, en quelques minutes, de l'expert en sinistre? Alors, c'est un rôle de contrôle, c'est un rôle de limitation de la perte. Et puis, c'est aussi une exploration là, des options pour la suite, toujours dans l'objectif de limiter cette perte-là. S'il y a un recours qui est possible, une fois que la cause est identifiée, si on peut faire porter la responsabilité à un tiers, bien, on est là pour ça, pour le faire, et dans le bien là, du mandant, qui, dans un cas comme celui-ci, avec des franchises très élevées, c'est le gestionnaire, c'est le syndicat de copropriété. Ouais. Voilà. Gardez-moi 10 secondes, s'il vous plaît. Oui, je vous le donne. Allez-y, M. Toyon. OK, merci. Juste une petite précision très rapide. Il ne faut pas oublier que nous autres, notre présent dossier au 97-75, c'est relié au niveau du syndicat de copropriété. Donc, ceux qui sont touchés en tant que, on dit propriétaires, c'est Immeuble HSF et Milieu de vie TCC qui est affilié avec les maisons Martin-Matt, avec la Fondation. C'est important de dire que ça ne touche absolument pas la Fondation d'aucune façon. Oui, c'est ça. Oui, cela étant dit, effectivement, il fallait le préciser, c'est une grande pertinence. Ne pas mélanger les genres, on se comprend. Oui, alors, exactement. Cette web radio, je vous rappelle que cette web radio était une présentation de Gaudreau Assurance, un cabinet de courtage en assurance de dommages qui a développé une grande expertise en matière d'assurance pour copropriété. Son vice-président, Vincent Gaudreau, qui est avec nous ce soir, a pris plusieurs copropriétés devenues orphelines d'assurance sous son aile jusqu'à présent. Il a réussi à leur trouver un nouvel assureur, que ce soit dans le marché standard ou sous-standard. J'ai raison, Vincent? Oh, je n'entends plus Vincent. Oui, non, absolument. OK. Alors, merci à nos invités d'avoir été là ce soir. Mathieu Sirois, expert en sinistre. Merci, Mathieu, d'avoir été là. Merci de l'invitation. Bonne soirée. On va se revoir probablement, si vous le voulez bien. Vincent Gaudreau, courtier en assurance de dommages. Merci d'avoir été là, Vincent. Merci. Denis Doyon, administrateur du syndicat de copropriétaires du 97-75 boulevard de Lormière et président du conseil d'administration de Milieu de vie TCC, qui est traumatisme crânien cérébral, et de Maison Martin-Matt à Québec. Merci, M. Doyon, d'avoir été là. C'est très gentil de votre part. Oui, ça a été très pertinent. Et évidemment, Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété. Merci, M. Jolicoeur, d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine à 19h, pas à 19h30, à 19h. C'était un test. Alors, bonne fin de soirée. À la semaine prochaine. Au revoir.